Bonjour et bienvenue dans l'émission Mandarin TV Débat. En mars 2023, un rapport a été rendu public. Il s'intitule L'expérience du racisme et des discriminations des personnes originaires d'Asie de l'Est et du Sud-Est en France. Pourquoi ce rapport? De quoi parle-t-il? Et dans quelles conditions il a été réalisé? On en parle tout de suite avec Georges-Paul Langevin, ancienne ministre des Outre-mer et adjointe en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, et Simeng Wang, chargé de recherche au CNRS, qui a coordonné la réalisation de ce rapport. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ma première question est pour Madame Paul Langevin. Vous êtes adjointe en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent vos missions? Eh bien, le Défenseur des droits est une institution qui est une autorité administrative indépendante et qui a pour mission d'aider les particuliers qui ont des difficultés avec l'administration, qui n'arrivent pas à obtenir tel ou tel droit, ou alors qui se heurtent à des difficultés entre eux, des questions de discrimination. La discrimination, vous savez, c'est de ne pas être traité à égalité lorsqu'on demande droit, service, et pour un motif qui est un motif qui n'est pas légitime. Parce qu'on n'a pas la bonne couleur de peau, on considère que vous n'avez pas la bonne religion, etc. Et donc, dans ces cas-là, on peut s'adresser au défenseur des droits qui peut vous aider. Et donc moi, mon travail dans l'institution, c'est de veiller particulièrement à cet aspect des choses, puisqu'on peut être saisi principalement, d'ailleurs beaucoup, sur ce qui concerne les services publics, ce qui concerne ce que fait la police, ce qui concerne les enfants, et aussi donc pour les discriminations. Et c'est de cet aspect-là que je suis particulièrement chargée. Alors, maintenant, je me tourne vers Sim Wang. Vous avez coordonné le projet de recherche qui est celui-ci. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez lancé ce rapport? Alors, on a lancé ce rapport, c'était vraiment au printemps 2020, donc c'était un moment historique. On a vu une augmentation assez importante d'actes racistes envers les personnes d'origine asiatique, et on s'est rendu compte en tant que chercheurs, parce qu'on est une équipe de chercheurs qui collaborent ensemble, on s'est rendu compte qu'il y a une lacune scientifique dans le champ. En revanche, c'est vraiment très contrasté avec la réalité sociale, avec aussi les témoignages, aussi les constats faits par nos collaborateurs, acteurs associatifs, notamment la JCF que je vais vous introduire un peu plus tard. Et donc à ce moment-là, on s'est dit qu'il est vraiment important de lancer une première enquête empirique, scientifique, qui porte sur ce sujet, en collaboration aussi avec des acteurs qui peuvent aussi réagir vraiment dans la vie quotidienne de ces victimes d'origine asiatique. Donc nous avons décidé de collaborer ensemble. À ce moment-là, nous avons pu entrer en discussion aussi avec le Défenseur des droits, puisque la JCF fait partie du comité entente origine du Défenseur des droits, et donc c'est ainsi qu'on a commencé la collaboration. Madame, comment avez-vous soutenu ce rapport alors? Eh bien, c'était important de faire cette étude parce que finalement, le racisme anti-asiatique et les discriminations anti-asiatiques sont assez peu documentées. On parle beaucoup d'autres types de communautés, mais d'une manière générale, c'est d'ailleurs plutôt positif. On a plutôt l'impression qu'on a affaire à un certain nombre de gens qui sont plutôt polis, plutôt disciplinés, des élèves qui travaillent bien à l'école, etc., etc. Et par conséquent, au fond, on ne se rend pas compte que les gens peuvent se sentir aussi enfermés dans cette image qu'on renvoie, parce que c'est quand même aussi souvent des stéréotypes. On peut être mauvais élève, on peut être un jour s'énerver, même si on est asiatique. Donc, c'était intéressant pour nous d'en savoir plus. Et c'est la raison pour laquelle on a soutenu cette étude. Et je dois dire qu'on est assez satisfait parce qu'il y a peu de choses, finalement, qui existent pour mieux connaître la communauté asiatique dans ce pays. Et on s'aperçoit justement, grâce à cela, que ces jeunes qui ont été interviewés dans l'enquête, eh bien, ils nous disent à la fois qu'ils sont enfermés dans ces stéréotypes, et aussi qu'en définitive, eux, ils auraient aimé renvoyer autre chose que cette image qui était celle pour eux de leurs parents, de gens qui ne protestent pas, qui ne se défendent pas, qui ne font pas valoir les discriminations dont ils sont l'objet. En fait, les Asiatiques sont victimes
d'un certain, on va dire, d'un certain racisme qu'on peut qualifier anti-asiatique depuis belle lurette finalement. Depuis très longtemps, dans Depuis le très sens où, en longtemps, fait, hein. tout à l'heure, ce que dont Georges a parlé, il s'agit des stéréotypes dits positifs, hein, qui est un héritage colonial aussi, parce que justement l'Indochine a été sous la colonisation de la France, etc. Donc ces stéréotypes, ça date de très loin, et d'ailleurs c'est vraiment un sujet transversal que nous traitons dans le cadre d'une exposition qui est en cours, hein, qui s'intitule Immigration Est et Sud-Est asiatique depuis 1860 au Musée national de l'histoire de l'immigration. Et on voit que finalement, même s'il y a une flambée du racisme anti-asiatique en France, et d'ailleurs dans le monde à partir du printemps 2020, pour raison de la pandémie, parce que pandémie de Covid-19 a engendré un phénomène dont on qualifie de racialisation du virus, hein, c'est-à-dire que ce virus a été d'emblée associé aux personnes, à la Chine d'abord, et puis aux personnes perçues ou supposées d'origine chinoise. Et d'ailleurs, c'est toutes les personnes d'origine asiatique, notamment issues de la partie de l'Asie du Sud-Est et de l'Est, hein, qui sont concernées. Et donc, pour revenir un peu sur le sujet, c'est que finalement, nous, en documentant ce phénomène contemporain, hein, du racisme anti-asiatique en France, on s'est rendu compte qu'il y a un effet très net entre générations migratoires. C'est-à-dire, ça renvoie aussi à ce que Georges a dit tout à l'heure, c'est que les parents primo-arrivants, souvent, ils sont plutôt dans une posture de se taire, même s'ils ont subi des traitements différenciés, alors que les descendants et descendantes, aujourd'hui, qui sont en âge d'adulte, hein, et qui sont déjà parfaitement intégrés sur le marché du travail, et ils ont la capacité de s'exprimer, il et elle décident de militer contre le racisme anti-asiatique, et d'ailleurs pas uniquement contre cette forme spécifique du racisme anti-asiatique, et certains et certaines d'entre eux ont décidé de militer à côté des militants antiracistes tout court. Donc il y a une volonté quand même de solidarité aussi entre différentes minorités ethno-raciales qui sont observées sur le terrain. Est-ce que madame, vous avez collaboré de manière très très concrète avec Simwan? Si oui, comment alors? Non, je pense que l'enquête a été réalisée par eux, indiscutablement. Mais vous avez apporté un soutien ferme. Hein. Absolument. Ouais. Nous, chez les défenseurs des droits, on est plutôt en appui aux initiatives Ouais, associatives. Et nous avons aussi l'occasion de discuter avec les associations dans le cadre de comités d'entente. Et c'est dans le cadre de ce comité d'entente que nous avons pu connaître et apprécier le travail que fait cette association de jeunes Chinois qui, c'est vrai, rompt un peu avec la discrétion traditionnelle qu'ont les Asiatiques sur ces sujets-là. Je voulais dire aussi que ce qui a aussi changé, c'est qu'il y a eu quand même des agressions contre des Asiatiques, notamment à Belleville, où il y a quand même un mélange de population qui est plutôt positif normalement. Et c'est à la suite de ces agressions qu'on s'est rendu compte qu'en définitive, il fallait aussi être conscient de ce que les Asiatiques se heurtaient à un certain nombre de préjugés et même à parfois de l'agressivité, notamment en liaison avec le fait qu'il y a souvent beaucoup de commerçants et que dans le cadre des agressions, les gens avaient pensé qu'étant des commerçants, ils avaient de l'argent liquide. Et ça avait été quand même quelque chose qui avait quand même beaucoup marqué à l'époque. Ouais. Et ajouté ensuite aux discussions sur le Covid, on s'est rendu compte que c'était quand même, il fallait faire attention à ce qui se passait à l'égard de cette population. Et ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est qu'il y a une évolution dans les revendications de la part de ces personnes d'origine asiatique, hein, comme Georges a dit, avant cette formulation très claire et très nette qui s'intitule « Lutte antiraciste », il y a d'autres types de revendications qui ont déjà eu lieu, notamment des revendications contre l'insécurité.
Et donc, ça la renvoie aux agressions dont parlait tout à l'heure Georges. Et donc, il est intéressant de voir comment ces revendications ont évolué aussi au fil du temps, notamment avec les acteurs qui sont plus ou moins changés, parce qu'au départ, c'était des primo-arrivants, commerçants, etc. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de descendants et descendantes qui luttent. Et donc, ils sont là pour lutter antiraciste, pour la lutte antiraciste, mais aussi pour promouvoir une meilleure représentation des personnes asiatiques en France. Alors, vous avez coordonné la réalisation de ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous présenter de manière succincte, en fait, les résultats de ce rapport? D'abord, je voudrais savoir quelle a été votre méthodologie. Oui, alors je vais commencer par la méthodologie. Il s'agit d'une étude qualitative et donc nous avons décidé de mener des entretiens approfondis, notamment de type biographique, avec les descendants et aussi des primo-arrivants d'origine asiatique, donc issus de cette partie d'Asie. Et nous avons pu mener 49 entretiens au total auprès de 32 enquêtés, hommes et femmes, et je peux détailler davantage sur les propriétés sociales de ces enquêtés, mais ce qui est très intéressant, c'est que nous avons d'emblée ciblé en fait une population dite qualifiée, jeune qualifiée, parce que la plupart des études qu'on peut lire qui existent avant notre étude se focalisaient sur les personnes d'origine chinoise de classe populaire, notamment dans leur revendication contre l'insécurité, etc., dont on a déjà parlé. Et donc, on se demandait, est-ce qu'il y a des formes spécifiques du racisme anti-asiatique à l'envers contre ces personnes d'origine qualifiée? Est-ce que les personnes qualifiées d'origine asiatique auraient plus d'outils pour verbaliser, pour s'exprimer, etc. À l'issue de cette enquête, nous avons décidé d'identifier plusieurs, nous avons publié plusieurs résultats et donc plutôt différents thèmes de recherche. Alors la première, il s'agit de l'approche intersectionnelle dans la production du racisme et de discrimination, et pour le reformuler un peu autrement, c'est que dans quelle mesure les différents facteurs sociaux de classe, de race, de genre, de statut migratoire, de région d'origine ou de pays d'origine agissent de concert pour produire le racisme et les discriminations contre les personnes d'origine asiatique. Et donc, je vous donne encore, pour être plus concret, un exemple concret, dans le sens où en fait on voit que les femmes enquêtées, ils nous rapportent, ils nous relatent leur expérience du racisme, souvent en concert avec le sexisme qu'elles ont subissent. Et donc, effectivement, dans le processus de racialisation, les hommes et les femmes d'origine asiatique ne vivent pas les mêmes choses. Donc ça, c'est juste un exemple. Et deuxième type de résultat concerne plutôt la question de socialisation raciale. Et là, je reviens un peu à un thème qu'on a déjà apporté tout à l'heure, c'est-à-dire que un des exemples, c'est les différentes façons et différentes manières de rapporter, d'exprimer le racisme asiatique et aussi les discriminations vécues entre les descendants d'une part et les primo-arrivants d'autre part. C'est-à-dire que les personnes françaises d'origine asiatique qui sont nées sur le sol français, ils ont vécu une socialisation enfantine dans un environnement qui est très marqué par la présence de multiples minorités ethno-raciales, alors que ce n'est pas forcément le cas pour les primo-arrivants et primo-arrivantes qui ont grandi, qui sont nés et qui ont grandi en Chine, au Japon, dans d'autres pays asiatiques dont on parle. Et donc ça, c'est un exemple. Et troisième lot de résultats, donc parce que dans chaque lot, on a plein de résultats qui pourraient se décliner. Et troisième type de résultats, on s'est intéressé aux formes spécifiques du racisme anti-asiatique. Là, on voit qu'il y a une palanisation et aussi le caractère ordinaire de production de ces racismes. Mais on voit aussi qu'il y a un faible taux de réaction et de recours au droit chez les personnes d'origine asiatique. On voit aussi qu'il y a aussi des spécificités vraiment durant la pandémie de Covid, parce qu'encore une fois, c'est très ciblé envers les personnes d'origine asiatique. Et enfin, on s'est intéressé, quatrième lot et dernier lot de résultats, s'intéresse aux différences entre
ces personnes, ces différentes personnes d'origine asiatique, puisque elles sont issues de pays et régions très différentes. Et donc, bien évidemment, il y a déjà le racisme, c'est une idéologie et aussi des pratiques qui sont fondées sur une hiérarchisation raciale, sociale, hein, qui est fondée sur un critère racial. Alors que si on regarde de près entre les personnes d'origine asiatique, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres formes de rapports de force qui séparent les personnes d'origine japonaise, les personnes d'origine vietnamienne, d'origine chinoise, etc. Et donc, on s'est aussi intéressé à ces mini-nuances à l'intérieur de ce qu'on peut appeler le racisme anti-asiatique. Ce qui me semble remarquable dans le rapport, c'est que très souvent, quand on pense discrimination, c'est-à-dire le fait de traiter quelqu'un en ne respectant pas l'égalité, eh bien, on s'intéresse à des catégories très pauvres, populaires. On pense qu'il y a une relation entre le fait d'être dans un quartier populaire et d'être discriminé. Et dans ce rapport, on voit que les gens qui souffrent de discrimination, eh bien, sont souvent des gens cultivés, éduqués, diplômés, mais qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas leur place, ne sont pas reconnus à leur juste valeur dans notre société. Et je pense que ça, c'est important à dire, parce que la discrimination ne s'arrête pas au fait d'être pauvre ou pas, et on peut le vivre, même si on est éduqué, qu'on est à un certain niveau. Donc le racisme, ça n'a rien à voir avec les catégories socio-professionnelles. Hein. Mais comment vous l'expliquez alors? C'est-à-dire que chacun sans doute sent qu'il peut arriver à un certain épanouissement et malheureusement on est dans une société où on a tendance à minorer finalement les capacités de gens qui sont d'une origine différente. Et par conséquent, ce n'est pas souvent, d'ailleurs, la discrimination n'est pas forcément du racisme, c'est simplement qu'il y a des stéréotypes et qu'on considère que telle personne est bien à tel niveau. Je crois qu'on a dans le rapport souligné le fait que pour les hommes asiatiques, parfois, parce qu'ils ne sont pas tous grands et forts, on a l'impression de minorer leur masculinité. Et par conséquent, de la même manière que pour les femmes, au contraire, on considère qu'elles doivent être douces, elles sont petites, elles sont mignonnes, et bien les hommes, souvent, se sentent niés en tant qu'hommes. Et par conséquent, tout ça, c'est des stéréotypes qui amènent à ce qu'ensuite, il y ait des comportements des différents et des droits reconnus différemment aux personnes en fonction des stéréotypes qu'on a. Et à cela, je voulais juste revenir sur ce qui a été pointé par Georges, qui est très juste, hein, c'est-à-dire que notre rapport a montré dans quelle mesure le phénomène du racisme et aussi le phénomène des discriminations traverse toutes les strades de la société française. C'est-à-dire que le fait d'être qualifié, d'être éduqué, etc., n'est pas du tout ces personnes du racisme et des discriminations. Parce que 80% de nos enquêtés ont un niveau d'éducation de Bac plus 5. Ou équivalent ou même plus. Et donc c'est un chiffre énorme, c'est-à-dire que on pourrait imaginer que le fait de bien maîtriser le français, d'avoir fait des études, qui sont des cadres ou des avocats ou des chercheurs, etc., épargnerait ces personnes du racisme et des discriminations. Ben non. Et finalement, quelle est votre conclusion alors? La conclusion, il y en a plein. Effectivement, il y a des résultats, mais je pense que je voulais surtout souligner le volet action de notre recherche, parce qu'on a déjà un peu parlé un petit peu des résultats scientifiques. C'est que qu'est-ce qu'on pourrait concrètement faire? Alors que grâce au Défenseur des droits qui a soutenu cette étude, qui est une étude scientifique, mais aussi qui est qu'on appelle recherche-action, c'est-à-dire qui comporte aussi des leviers d'action pour lutter contre le racisme anti-asiatique. Nous avons pu collaborer avec l'AJCF, donc l'Association des jeunes chinois de France, et nous avons décidé, à côté de ce rapport, mais aussi des articles et des publications scientifiques qui vont venir, de produire, de réaliser une série, une mini-série de vidéos. Donc il y a 5 vidéos qui sont publiées sur le site de l'AJCF et aussi sur le site du réseau de recherche pluridisciplinaire Migration asiatique en France, MAF, qui est accessible pour tout le monde. Hein. Et pour chaque vidéo, nous avons décidé de donner la parole aux personnes sans voix. Et les 4 premières vidéos sont témoignages des victimes,
hommes et femmes, issus de différentes origines et pays asiatiques. Et le 5e et dernier vidéo, c'est Paroles de chercheurs. Et donc là, dans ce vidéo, chaque vidéo dure environ une dizaine de minutes, hein, donc c'est facile à regarder, etc. Et avec la JCF, on a envie d'utiliser cette série comme un outil de sensibilisation et pour justement sensibiliser la population française en général. Récemment, fin novembre, dans le cadre d'une soirée au Musée national de l'histoire de l'immigration et en lien avec notre exposition en cours, la JCF est venue et il y a d'autres invités, hein, et donc le débat a été animé par Linh Lan Dao, qui est une journaliste d'origine vietnamienne. La question du racisme et discrimination envers les personnes d'origine asiatique fait partie des thèmes phares que nous avons traités lors de cette soirée. Et donc, lors de la soirée, nous avons projeté certains extraits des 2 épisodes de cette mini-série. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces supports audiovisuels comme un outil de sensibilisation et aussi pour conscientiser davantage, d'une part, sensibiliser la population française en général, mais aussi de conscientiser les personnes concernées d'origine asiatique pour que les personnes potentielles victimes du racisme anti-asiatique ne se sentent plus seules face à ce phénomène du racisme et de discrimination. Alors, Madame Paul Langevin, que pensez-vous du racisme anti-asiatique par rapport au racisme anti-africain ou anti-maghrébin, par exemple? C'est difficile à comparer. Vaste question, hein? Mais, Ouais. mais je crois que surtout que, comme dit notre ami, il faut surtout que les gens s'expriment. Puisque la difficulté avec le racisme anti-asiatique, c'est qu'il est mal connu parce que les gens ne disent pas ce qu'ils vivent. Et je crois qu'une initiative comme celle de l'association, qui est de faire s'exprimer les victimes, est une initiative extrêmement importante qu'il faut encourager. Donc ce que je souhaite, c'est qu'après ce rapport, nous puissions d'une part avoir davantage de saisines, que les gens parlent de ce qu'ils ont vécu. Je rappelle qu'on peut s'adresser aux défenseurs des droits, soit directement, soit en saisissant la plateforme antidiscrimination.fr, où on peut témoigner sur ce qu'on a vécu, on peut dialoguer avec nos juristes. Et je crois que si déjà les gens s'expriment davantage, réagissent davantage, ce sera une excellente chose. Par ailleurs, il faut aussi peut-être développer ce dialogue, puisque là, grâce à ce rapport, on peut dialoguer avec les autorités sur la situation des personnes d'origine asiatique en France, mais je crois qu'il faut continuer, il faut notamment que dans les institutions, vous soyez plus présents. Il y a relativement peu d'élus encore qui soient d'origine asiatique, et par conséquent, il faut que dans la société, ils soient davantage présents pour pouvoir porter les préoccupations qui sont celles de ces populations. Je pense que tout le monde y a intérêt. Finalement, ce rapport est une première en la matière, non? Oui, d'après nous, oui. Oui, Ouais. me semble-t-il, Et oui. comment ont réagi les gens dans votre entourage après avoir lu ce rapport? En tout cas, en milieu scientifique, le rapport a suscité beaucoup d'intérêt parce Ouais. qu'effectivement, comme Georges a dit et comme ce qu'on a constaté, hein, il y a eu très peu d'études c'est la première étude empirique qui a été menée sur le sujet auprès autant d'origine asiatique. C'est-à-dire que avant cela, comme je vous ai dit, les principaux travaux s'intéressent aux populations d'origine chinoise pour parler du racisme anti-asiatique, alors que les autres personnes d'origine asiatique non chinoise n'étaient pas concernées. Et donc, c'était déjà pour nous, c'est important de nous associer aussi aux chercheurs dans notre équipe. Il y a des chercheuses d'origine coréenne, japonaise et des spécialistes des immigrations sud-est asiatiques, etc. Et donc, l'idée, c'est de aussi déjà en milieu de recherche, de pouvoir susciter l'intérêt et être lu et entrer en dialogue avec des chercheurs qui travaillent sur le racisme anti-maghrébin, anti-africain, etc. Ouais. Et je voulais aussi dire que effectivement dans notre rapport, on a décidé d'étudier ce phénomène en fonction de différents domaines de la vie sociale. Et donc il y a l'espace public, il y a l'école, il y a travail, il y a dans les instances, dans les structures de soins, etc. Et donc pour revenir sur Action, tout à l'heure j'ai parlé de cette série audiovisuelle et en parallèle de ça, en plus de ça, je pense qu'il est important aussi de former
les professionnels de l'éducation, donc les enseignants, enseignantes, de former aussi des professionnels de santé, par exemple, pour qu'ils puissent et qu'elles puissent mieux connaître en fait ce phénomène et puis de sensibiliser. Ça fait partie aussi de la sensibilisation de la population française en général. Oui, finalement, c'est une question d'éducation. Oui, souvent, l'éducation est essentielle. Oui, l'éducation est dans ces essentielle. domaines-là. Informer les gens, les sensibiliser à ce phénomène. oui. Je pense qu'il faut, cette population, il faut se rendre compte qu'on a toujours un petit peu l'image des boat people. Et c'est comme d'autres types de populations. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, on est tous là. On est tous amenés à vivre dans ce pays ensemble et donc à se respecter mutuellement. C'est et ça. Tant qu'on n'a pas, et on fait partie de la population. Respect on fait partie de la population. Ouais. Et tant qu'on n'a pas compris que la population française, elle est diverse et que chacun y a sa place, eh bien je pense qu'on est encore un petit peu en retard et qu'il faut comprendre l'évolution de notre société. Ça, c'est très important pour respecter tout le monde. Mais madame, dans le cadre de votre travail, est-ce que vous avez été alertée par des enquêteurs voulant réaliser des rapports, par exemple, sur le racisme anti-africain ou anti-maghrébin, par exemple? Ah oui, nous avons des enquêtes de toute nature. De toute nature, oui. On a sur les autres types de populations. Mais c'est vrai que là, on parle de celui-là aujourd'hui. Oui. Parce que chez nous, en tout cas, il existait peu d'études sur ce segment de la population. Ouais, mais c'est une première. On s'intéresse bien évidemment à ce qui concerne les autres types de populations aussi. On a même fait récemment un rapport sur les services publics aux Antilles, vous voyez. Donc, on est allé à Mayotte voir les difficultés que peuvent rencontrer les Mahorais et les personnes qui veulent arriver à Mayotte. Donc, le défenseur des droits est amené à s'intéresser à beaucoup de populations qui vivent en France et en Outre-mer. Alors, pour aller un peu plus loin, est-ce que les Français d'origine, on va dire, européenne, sont concernés aussi par le problème de racisme? Je pense par exemple aux Français d'origine polonaise, d'origine russe. Il y a eu autrefois, souvenez-vous, quand les Italiens sont arrivés, oui. il y a eu beaucoup de choses contre les Italiens. D'ailleurs, vous avez même aussi, même parmi les Français de France, vous avez des gens qui n'aiment pas les roux. Et les roux, c'était considérés comme des sorcières. Donc, si vous voulez, il y a 29 critères de discrimination. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut se trouver rejeté. Vous êtes rejeté parce que vous êtes trop jeune, parce que vous êtes trop vieux, trop âgé, notamment dans l'emploi, parce que vous êtes trop gros. Vous savez, il y a des cas toute forme de discrimination. L'orientation sexuelle. Et ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes de raisons qu'on peut trouver que l'autre n'est pas digne de notre considération. Et c'est la raison pour laquelle il faut lutter contre toutes les formes de discrimination et justement ne pas se dire que c'est parce que moi je suis comme je suis que je suis discriminé. Il y aura toujours quelque chose qu'on pourra trouver à reprocher à quelqu'un. Et par conséquent, lutter contre la discrimination, c'est quelque chose finalement d'assez universel. Exactement. Est-ce qu'il ne faudrait pas lancer, là je parle sous votre contrôle, une journée internationale contre le racisme? Est-ce que ça existe? Ça existe. Ça existe déjà. Et il y a une journée aussi de lutte contre les discriminations qui est le mois de mars, le 21 mars. D'accord. Et vous avez une journée contre l'homophobie au mois de mai. Donc, si vous voulez, on a des dates comme cela. Mais il faut bien voir qu'on est dans une société où on a en permanence une lutte entre ceux qui sont plutôt ouverts, qui veulent qu'on vive ensemble, et ceux qui voudraient au contraire que chacun soit dans ce silo et se déteste. On a voté encore récemment une loi qui est de nature plutôt à dire que l'autre est un méchant dont il faut se protéger. Et par conséquent, tout cela, ça fait partie d'une lutte sociale, en fait, d'une lutte idéologique qui est menée en permanence si on veut que les valeurs qui sont les valeurs profondément démocratiques de notre pays, qui sont les valeurs justement de respect de l'égalité des uns et des autres, que les valeurs de tolérance progressent, eh bien il faut toujours être attentif, sinon les autres types de tenants de l'exclusion risquent de progresser. Finalement, vous avez bon espoir pour que les choses évoluent dans le bon sens? Il faut se battre, il faut se Oui, battre. je pense qu'il faut continuer et la formation, l'éducation sont vraiment très importantes parce que à l'inauguration de notre exposition au Musée national de l'histoire de l'immigration, le musée a lancé un sondage en collaboration avec une agence qui s'appelle Occurrence. Ils ont posé 5 questions, on a décidé de poser 5 questions dont 3 questions de connaissances
avec des choix à cocher auprès de 1000 Français et Françaises qui sont représentatifs. Et donc, seulement 9 sur 1000 ont correctement répondu à 3 de ces 5 questions. Et vous voyez, le taux, c'est extrêmement bas. Et donc, c'est vrai que cette peur, ou bien peur de l'autre, et aussi cette hostilité à l'autre, provient souvent de la méconnaissance. Parce qu'on ne connaît pas qui est l'autre en face de nous ou à côté de nous. Et donc, je pense qu'il faut continuer la recherche, il faut continuer les actions, il faut continuer et puis innover aussi d'autres types d'actions. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé des collaborations avec des acteurs associatifs, mais plutôt issus de ces populations. Mais je pense que je reviens un peu à l'idée de former aussi les professionnels de santé, former des enseignants-enseignantes, etc. Il faut, maintenant, je pense que quand on regarde qui participent à ces journées internationales de lutte, etc., ce sont toujours des visibles et des gens qui ont envie de changer, qui ont envie de cohabiter ensemble, alors que les gens qui sont contre, on n'arrive pas à les toucher. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir sur les façons de changer les points de vue de ceux et celles qui étaient plutôt réticents et réticentes à recevoir l'autre. Il existe dans ce pays un plan qui a été promulgué depuis l'année dernière, un plan de lutte contre le racisme et les discriminations. Il y a un plan aussi contre les discriminations LGBT. Et par conséquent, je crois qu'il faut s'appuyer sur ces principes pour pouvoir faire progresser le débat et la connaissance et l'éducation des gens. Parce que nous avons la chance d'être dans un pays qui a dans ses principes l'antiracisme, qui a dans ses principes la lutte contre la discrimination, qui a même créé des institutions pour cela, comme le défenseur des droits. Et il faut s'en servir, il faut les utiliser de manière à faire reculer l'obscurantisme. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. À bientôt.